Donc, je vais me présenter. D'abord, je ne me suis pas présenté. Donc, je m'appelle Antoine Smet. Donc, je suis tech évangéliste au MIC. Alors, tech évangéliste, ça peut-être faire peur comme mot. Simplement, je fais de la veille technologie que j'essaie de promouvoir et de montrer au plus de personnes, notamment via ce genre de webinaire. Vous allez comprendre les technologies que j'ai fait de la veille dessus. Et on va voir un petit peu si vous avez des questions par rapport à ça. Et je suis aussi là pour répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le sujet. Donc, le RAG. Hop. Donc, qu'est-ce que le RAG? Donc, ici, dans le sujet, on a trois approches innovantes sur le RAG. Le RAG, c'est une définition, donc c'est un mot. On va faire trois approches différentes. Vous allez voir, chacun a ses limites, chacun a son côté positif. Et on va voir trois approches que vous pouvez mettre directement, même sans avoir forcément beaucoup de compétences de développeur. Et je vais vous montrer comment le réaliser par la suite. Donc les intervenants, d'habitude je suis accompagné de mon ami Lloyd Collard. Ici je serai tout seul, mais si jamais vous avez des questions à poser à mon ami Lloyd, n'hésitez vraiment pas. Il sera aussi ravi de vous répondre. Donc le programme du RAG, alors ce sera un peu plus complexe, mais c'est pour avoir une guideline. Donc on aura d'abord la définition du RAG. C'est quoi le RAG? C'est quoi ces trois lettres RAG? Des cas d'usage pour comprendre si vous n'avez pas forcément de cas d'usage, voir un petit peu quel impact peut avoir du RAG sur des applications, sur un système ou même dans votre entreprise. Euh, et après, on va voir les trois types de RAG différents. Donc, parler à vos données grâce à Azure. Donc là, on ira sur le portail Azure. Ceux qui ne sont pas forcément habitués au portail Azure, je reviendrai vraiment au basique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas un sujet, ça peut être un sujet à part entière, Azure. Ici, je vais aller droit au but. Je vais vous montrer quelques démarches pour se retrouver à ça. Mais normalement, je ne vais pas rentrer dans du complexe. C'est vraiment vous montrer la possibilité. Les assistants OpenAI, donc ça, c'est quelque chose qui était sorti. On a une démonstration ici au MIC. Et vous allez voir que c'est hyper utile et vous allez voir peut-être pas mal d'idées avec ça. Donc, on est ici sur OpenAI, à savoir qu'on peut le faire aussi sur Azure. Donc, il y a Azure OpenAI. Ici, pour changer, varier un petit peu, je vais aller sur OpenAI directement si vous n'êtes pas forcément familier avec Azure. Ça retire une couche de complexité. Et enfin, les solutions personnalisées. Donc, ça veut dire quand pas tout est prêt en main, enfin, tout n'est pas clé en main et que vous allez devoir construire votre RAG. Alors, on ne construira pas le RAG ici aujourd'hui. On va juste simplement vous montrer quelles sont les bonnes astuces, à quoi il faut penser avant de réaliser un RAG et les questions que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est un peu le programme, mais bien sûr, je réponds aux questions si vous avez des questions hors programme, du moment que ça reste sur le RAG. Donc le RAG, c'est trois lettres, donc Retrieval Augmented Generation. Donc de base, c'est un design pattern en IA générative. Donc c'est vraiment ça que ça définit. Mais qu'est-ce que Retrieval Augmented Generation? En fait, souvent, quand on pense à RAG, on pense à vector, enfin base de données vectorielle, on pense à indexation, etc. Mais en fait, le RAG, c'est beaucoup plus simple que ça et on peut déjà l'effectuer avec simplement un chat GPT ou autre. En fait, le RAG, c'est d'abord de la récupération. Hop, j'accepte. Donc le RAG, c'est d'abord de la récupération. Donc l'objectif est de récupérer le maximum d'informations, que ce soit par rapport à un corpus. Donc quand je parle de corpus, c'est vraiment tous les fichiers qui sont à notre disposition. Ça peut être des fichiers écrits, des photos, des vidéos. Souvent, par rapport à un RAG que vous allez utiliser, vous allez voir quelle spécificité vous pouvez mettre dans ce corpus. Donc vraiment, l'objectif du RAG, c'est de récupérer toutes ces informations. Donc via un gros corpus, on va essayer de récupérer une information. Et enfin, on va la générer. Donc vraiment, ces deux parties. Donc la génération et la récupération. La génération, c'est simplement reformuler la réponse. Par exemple, si on trouve la date de mort de Napoléon qui est 1943, la génération, c'est pas 1943 bien sûr, mais si on retrouve la date, eh bien, on va construire une phrase à côté, ce qui permet d'avoir une réponse beaucoup plus naturelle. Mais en fait, le RAG, c'est simplement ça. C'est récupérer une information et générer une réponse par rapport à ça. Donc, on va amplifier, embellir la phrase par rapport à la réponse qu'on a trouvée. Donc voilà, le RAG, c'est simplement ça. On ne parle pas encore de base de données vectorielle, on ne parle pas encore de embedding ou autre. Ça, on va venir par la suite, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ces mots qui sont un petit peu scientifiques. Mais du coup, un RAG, c'est simplement ça. Donc si vous allez chercher dans un de vos documents et que vous demandez à ChatGPT de générer quelque chose, bah, vous êtes déjà sur un RAG. Donc les use cases, peut-être que vous n'en voyez pas, peut-être que vous en voyez déjà. Si jamais vous avez des use cases en tête, n'hésitez pas à me les dire. Peut-être que certains ne sont pas forcément d'office utilisables pour le RAG. C'est beaucoup utilisé, enfin ici on parle
pas mal de mon expérience que j'ai eue durant les stages ou avec des entreprises. C'est pas mal utilisé dans le service client. Le service client, simplement, on va mettre un RAG en place au lieu d'avoir une grande équipe. Donc, ça permet d'alléger les équipes, ça permet de faire gagner du temps sur des choses beaucoup plus intéressantes pour l'équipe. Donc, c'est un support technique précis, ça veut dire qu'il ne se trompera pas ou rarement, vous allez voir par la suite qu'il y a quand même des limites, mais il ne se trompera pas. Donc, si vous lui demandez, par exemple, si vous avez un catalogue des prix de tous vos produits, lorsque le client va demander quel est le prix de ce produit, vous aurez une réponse qui sera précise et avec un temps de réponse assez rapide. Il peut être multilingue, ça veut dire ce qui est chouette, ça veut dire que par rapport à une téléphonerie classique ou autre, c'est-à-dire que si vous posez la question en allemand, vous pouvez avoir une réponse en allemand et ce côté-là est hyper bien. En plus de la réponse, si jamais les documents, par exemple, sont en français et que vous demandez quand même en allemand, il vous affichera la réponse en allemand. Donc, il y a ce principe de comprendre malgré la langue qui est vraiment hyper utile avec les RAG. Et ça permet aussi d'éviter des questions fréquentes. Donc, par exemple, on a toujours le même type de questions, que ce soit à l'accueil dans des hôtels ou autres. Vous pouvez répondre. Enfin, le RAG ne va pas s'épuiser comme s'épuise un humain. Il va vraiment être là pour répondre aux questions fréquemment. Et ça va justement alléger votre équipe qui pourra faire des tâches beaucoup plus complexes où l'homme est vraiment plus utile. Donc, ça, c'est pour le service client. Il y a aussi tout ce qui est onboarding, donc onboarding dans les entreprises. Donc, ça peut être vraiment utile si on n'a pas forcément le temps. Alors, il faut prendre le temps de guider un nouveau employé, mais ça peut être des choses qui peuvent être hyper bien pour mettre en place. Par exemple, un employé se pose des questions sur tout ce qui est nouveaux événements, tout ce qui est, par exemple, vocabulaire qu'on utilise en entreprise. Et bien simplement, si vous lui mettez un RAG avec justement tout ce vocabulaire, toute cette base de connaissances, il ne devra pas chercher dans les documents, dans votre base de connaissances, mais il va poser directement les questions à ce RAG. Et donc ça peut être vraiment quelque chose d'hyper utile et ça permet de sentir vraiment beaucoup plus directement dans l'entreprise parce que chaque question qu'on aura, on ne se sentira pas obligé de poser la question à sa RH ou autre. On pourra poser directement la question au RAG. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper utile. J'ai noté assistance continue et collecte de données. Donc assistance continue, c'est simplement le fait que ce n'est pas juste le jour 1, si vous voulez continuer à utiliser, malgré que ce soit le jour 50, le jour 100 ou même 3 ans après, vous pouvez utiliser parce que du moment qu'il y a le corpus de données, il peut toujours répondre et une connexion Internet, bien sûr. Et la collecte de données, parce que j'ai vu, on a eu un cas d'usage par rapport à ça, c'est qu'on peut poser des questions au RAG. Donc simplement, durant une interview, on va résumer ça. Durant une interview, on va poser des questions et les réponses vont être récoltées pour être aménagées simplement, par exemple, pour récupérer le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Ça peut être très bien utilisé aussi pour récupérer de l'information. Donc, c'est pas forcément que unidirectionnel. Donc, il faut mettre des choses en place derrière. Mais le RAG peut servir justement pour récolter des données suite à une conversation. Donc voilà des cas d'usage. Il en existe plein d'autres. Vous allez voir que je vais en reprendre des différents durant mes RAG. Mais voilà, comme ça, vous avez un peu une idée de à quoi consiste un RAG et à quoi il peut être utilisé en entreprise. Vous avez certainement déjà vu des RAG autour de vous, vu que le RAG explose en ce moment ou a déjà un peu explosé. Donc comme ça, vous voyez un peu les cas d'usage. Ici, je vais peut-être un peu parler des mots-clés, donc un peu de vocabulaire pour quand j'explique les choses, vous soyez tous à l'aise et les mots que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir comme embedding, chunking, chunking, vous soyez à l'aise avec ça. Si jamais je vais trop vite par rapport à une explication que vous ne comprenez pas vraiment, n'hésitez pas à me le dire parce que ça va être important par rapport à ça. Ou si vous ne voyez pas pourquoi on fait ça, n'hésitez pas à me le dire. Donc, le premier mot de vocabulaire, c'est chunking, donc ce qui veut dire morceau en anglais. Donc, à quoi va servir un chunking? Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est que l'intelligence artificielle a besoin d'un grand corpus de données, mais on ne peut pas lui faire ingérer tout en même temps. En fait, on ne peut pas lui faire avaler, enfin, l'ordinateur ne peut pas avaler tout l'intégral d'Harry Potter, tout l'intégral du Seigneur des Anneaux en un seul coup. Alors, comment il procède? Eh bien, il va couper en plusieurs morceaux, ce qui va aussi permettre d'avoir une réponse beaucoup plus affinée. Simplement, ces bouts de texte vont être repris pour générer quelque chose. Donc, par exemple, sur un texte comme ici, vous voyez en jaune, rouge et noir, en fait, on a fixé un nombre de mots. Par exemple, ça peut être 200 mots, 200 caractères, peu importe. Ça peut être aussi via des paragraphes, c'est pas obligé des mots. On décide d'une découpe. La découpe, donc ça va être d'une chunk, où là, on va faire des morceaux qui vont être réutilisés par la suite. Et en fait, tout un texte va être découpé comme ça en morceaux. Et lorsqu'on va poser une question, c'est ce morceau-là qui va être remis en avant. Ici, c'est sur un lorem ipsum. Mais par exemple, si les trois mots, enfin les trois bouts de phrase étaient découpés et que sur le deuxième, on parlait par exemple de la saison des pommes et qu'on veut une question sur la saison des pommes, en fait, il ne va pas reprendre tout le fichier. Il va reprendre seulement le paragraphe sur les pommes pour reformuler. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir des réponses beaucoup plus précises. Ça va nous permettre d'avoir justement une génération où pas tout n'est mélangé
mélanger. Par exemple, si jamais on parle de pommes et à la fois, par exemple, de Napoléon dans un seul paragraphe, le paragraphe peut être revu, à voir comment on découpe justement ces paragraphes. C'est quelque chose qui est très important et je vais encore en parler par la suite. Mais le chunking, le principe de vraiment découper ces dossiers va être vraiment utile pour la compréhension et une meilleure possibilité des réponses à travers le RAG. Donc ça, c'était pour tout ce qui était chunking. Enfin, remettez-vous en tête que c'est juste des morceaux de phrases qu'on vient découper pour avoir une meilleure réponse en facile. Ça, c'est peut-être un mot que vous avez vu souvent, donc tout ce qui est embedding, vectorisation. Ça, c'est peut-être un peu plus complexe à comprendre, mais vous allez voir que c'est aussi très simple une fois que vous l'avez en tête. Alors, ça veut dire que nous, en tant qu'humains, lorsqu'on parle d'un rat, lorsqu'on parle d'un chat, d'un panda, on comprend qu'ils sont proches l'un de l'autre parce qu'on sait que c'est des animaux, des êtres vivants, des mammifères. Nous, en tant qu'humains, on a assimilé cette chose. L'ordinateur, il voit juste des chiffres, il voit juste des lettres. Donc, pour lui, panda et renard, il ne sait pas de base que c'est l'un à côté de l'autre. Enfin, il ne s'imagine pas que c'est dans... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il n'imagine pas que cet ensemble peut être rapproché plus que, par exemple, papier. Nous, en tant qu'humains, panda et papier, on voit que c'est éloigné. En fait, on voit que c'est pas un être humain. On voit que c'est pas une espèce vivante. On voit que c'est pas un mammifère. Eh bien, l'ordinateur a besoin de quelque chose justement pour comprendre ça, ce qui va être vraiment utile au texte, parce que comme vous voyez, quand on parle de génération, on parle de réexplication de compréhension du texte, eh bien, ça vient par là aussi. Eh bien, il faut imaginer que vous prenez votre dictionnaire et tous les mots vont être remplacés par des chiffres. Donc ici, j'ai mis 39, 40, 10 pour avoir plus simple. Normalement, il a plus de données, mais c'est simplement pour simplifier un petit peu la compréhension. Et en fait, vous voyez que ça va être remis sur un axe. Donc, par exemple, panda, renard. 39 peut correspondre, par exemple, si c'est un être vivant ou non, 40 par rapport à la race et 10, 18 par rapport à leur régime alimentaire. Eh bien, tous ces chiffres-là vont être placés. Et donc, justement, par rapport à ce calcul-là, l'humain, lui qui comprendra juste avec la signification, l'ordinateur, lui, pourra comprendre que ces mots sont proches simplement par rapport aux chiffres qu'on lui a donnés. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir faire des questions. Par exemple, quand on parle d'un chat, quand on parle d'un chien ou même d'un chiot, nous, en tant qu'être humain, on sait que c'est proche. Pour l'ordinateur, c'est ça qui va lui permettre de comprendre lorsqu'on parle quelles sont les races de chiens. Si on parle de chiot dans le texte, il va pouvoir comprendre l'assimilation entre chien et chiot qui est très très proche grâce justement à cette embedding vectorisation. Donc pour reprendre en une phrase, l'embedding, la vectorisation, c'est ce qu'on effectue pour que l'ordinateur comprenne les mots. C'est le plus simple que je peux dire. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. C'est pas forcément hyper simple d'expliquer. Ici, pour les détails, j'ai mis sur un axe, enfin sur deux axes, à savoir qu'il y a beaucoup plus d'axes normalement, mais c'est beaucoup plus facile à représenter avec deux axes. Ça, c'est un mot qui vous êtes peut-être familier, le token. Donc, c'est le principe de jeton. Donc, le token, c'est vraiment dans le contexte de l'intelligence artificielle générative, comme les langages de modèles GPT, ChatGPT et autres, c'est une unité de texte qui sert de base pour l'analyse et la génération de langage. Donc, pour expliquer ça, c'est-à-dire que un token ne va pas forcément correspondre à un mot, un token ne va pas forcément correspondre à un caractère. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce que l'intelligence artificielle va utiliser pour justement chiffrer, voir combien de tokens vous allez devoir générer. Vous allez voir qu'on va souvent parler de tokens, on va vers des limites de tokens. Eh bien, dites-vous que c'est ce principe de comptage que l'IA met en place. Si vous voulez une petite, pour de l'anglais, un token, ça équivaut à 4 mots ou autre. Donc, c'est vraiment ce principe de token. Donc, c'est l'unité de comptage d'intelligence artificielle. Donc, par exemple, si vous avez une réponse qui génère 400 mots, ce n'est pas forcément 400 tokens, ça peut être autre chose. Donc, tout ce qui est virgule, apostrophe, faute peuvent être pris à part. Donc, et chaque langue est différente. Donc, c'est pour ça que les tokens, on a des API qui servent à compter ces tokens parce que ce n'est pas facile en tant qu'être humain de compter ces tokens. Mais pour résumer en un mot, c'est l'unité de comptage de l'intelligence artificielle. Voilà que j'expliquais un petit peu les termes par rapport au plus grand vocabulaire de l'intelligence artificielle générative et du RAG. Il y en a pas mal d'autres que je vais reprendre, que ce soit par rapport à la température ou autre. Mais si vous avez des questions, par exemple des mots que vous avez vus et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans le chat. Par exemple, une fois vous avez vu, quand on parlait d'intelligence artificielle, il a utilisé un certain mot et que vous n'avez pas compris, je peux reprendre à la fin et répondre. Mais sans plus tarder, on va attaquer notre première approche. Donc, comme je vous l'ai dit, l'approche d'Azure et l'approche no-code. Donc, comment réussir à faire un RAG
directement avec Azure et sans forcément le besoin d'être développeur. Donc ici, hop, on voit bien mon écran, parfait. Vous devez vous connecter au portail Azure. Donc, je vais vous montrer la démarche rapide, comment avoir justement cette ressource Azure. Je vais essayer d'être le plus facile à comprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude forcément avec Azure. Donc, Azure fonctionne avec le principe de ressources groupe, donc de boîte, où on vient créer notre projet. Ici, j'avais déjà créé un ressource groupe Azure OpenAI Studio Séminaire. Et dedans, on va créer une nouvelle ressource. Donc ici, notre nouvelle ressource va être Azure OpenAI. Donc, on crée une nouvelle ressource. Hop. J'ai un peu du mal. Je me bats avec mon ordinateur ici. Ah, bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps à essayer de me battre avec l'ordinateur, mais simplement, vous allez tomber sur un marketplace où vous allez pouvoir choisir votre ressource et on va choisir la ressource Azure OpenAI. Vous allez voir quand vous tapez OpenAI ou Azure OpenAI, vous allez tomber sur votre première ressource. Alors, la première fois que vous demandez la ressource, c'est possible qu'il vous demande encore un formulaire. C'est simplement pour filtrer et vous demander quel cas d'utilisation vous allez avoir par rapport à ça. Donc, vous tombez sur cette ressource-là une fois que vous l'avez créée. Le formulaire, il prend un temps de réponse de 24 heures. Donc, ne vous inquiétez pas si vous créez, mais il faut quand même le prendre en compte si vous voulez le mettre en place. Un conseil qui était donné par les équipes Microsoft, c'est mettre les serveurs en Suède. Alors, pourquoi la Suède? Ça reste en Europe, donc c'est toujours bien. Et pourquoi pas utiliser France ou Irlande ou autre? Parce que la Suède, ça peut paraître bête comme ça, mais la Suède, ça reste un pays froid. Ça reste un pays où on a moins besoin de refroidir leur serveur. Et c'est un pays où ils disposent du plus grand nombre de modèles. Et souvent, les derniers modèles mis à jour se retrouvent en Europe sur Suède centrale. Alors que si vous allez sur du France ou autre, c'est potentiellement, vous n'allez pas forcément toujours trouver vos modèles où il va y avoir un surplus. Le temps de réponse peut être vachement plus lent. Donc, un conseil que j'ai reçu des équipes Microsoft, c'est passer par la location, enfin le lieu, les serveurs Suède centrale. C'est un petit tips qu'on m'a donné. Et franchement, tous les modèles se sont toujours retrouvés dessus. Et dès qu'un modèle sort sur Azure OpenAI, eh bien, il se retrouve directement sur Suède. Donc, c'est un petit tip que je vous donne comme ça. Mais nous, on va aller sur la plateforme. Une fois que vous avez créé votre ressource, vous avez ça. Mais nous, pour s'amuser un peu plus, on va aller justement sur la plateforme. Donc, go to Azure OpenAI. Donc, ça va être la plateforme pour créer tout type de choses. Donc, que ce soit des chats, des assistants, du real-time, des images. Donc, je vais pas tout passer parce que tout ne concerne pas forcément le RAG. Nous, on va aller dans le RAG par la suite. Mais vous pouvez voir que c'est comme vraiment un système de playground, vous pouvez vous amuser. Donc, il y a le real-time qui ne concerne pas forcément le RAG, où là, on va pouvoir parler immédiatement à l'intelligence artificielle et elle va répondre dans un temps réel par la voix. Il y a tout ce qui est image, donc génération d'images, tout ce qui est complétion. Donc là, on va pouvoir générer du texte. Mais nous, ce qui nous intéresse, et si vous voulez faire un RAG rapide, vous devez passer donc Home et vraiment dans tout ce qui est tuto de base, vous allez sur Bring Your Own Data. Donc Bring Your Own Data, comme c'est expliqué en anglais, vous allez pouvoir mettre vos propres données directement et vous pouvez travailler dessus et rechercher. Donc vraiment le principe de RAG, donc avoir des données qu'on met soi-même, donc le corpus comme je vous l'ai expliqué, et on va récupérer ces données-là pour générer quelque chose. Donc on se retrouve directement dans le playground. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le playground, comment ça se retrouve ici. Donc ici, vous êtes directement projeté dans le chat. Et le premier mot, donc le premier setup, c'est le déploiement. Donc le déploiement, c'est quoi ici? C'est webinaire GPT-4.0. En fait, il vous faut un modèle pour pouvoir avoir un RAG. Donc, on a le choix d'un modèle. Vous avez certainement entendu déjà parler des modèles GPT-4o, GPT-3.5. Eh bien, pour pouvoir faire un RAG dans Azure, et même dans d'autres cas, il faut avoir un modèle. Et dans Azure, il faut le déployer avant. Alors, comment on déploie un modèle? Simplement, vous allez dans tout ce qui est déploiement. Et on peut voir déjà les modèles qui ont été déployés, donc avec le nom et le nom du modèle. Alors, comment on déploie un modèle? Par exemple, imaginons je veux déployer un nouveau modèle. Eh ben, on a le choix entre déployer des modèles de base, des modèles où on aura fine-tuné soi-même ou des modèles via Azure ML. Pour l'instant, je vous conseille de rester sur du classique et déployer des modèles de base. Vous allez retrouver tout ce qui est ChatGPT, tout ce qui est GPT-4, O1, O-mini. Et en fait, vous allez choisir
votre modèle. Donc ici, on a besoin d'un modèle de génération. Donc j'en ai déjà créé un. Mais par exemple, vous choisissez celui-ci et vous confirmez la création de ce modèle et vous lui donnez un nom. Alors pourquoi il faut lui donner un nom qui est différent du modèle? Parce que vous pouvez utiliser plusieurs fois le même modèle pour différents projet. Et donc, c'est hyper important. Donc, nommez vos déploiements avec le nom du projet et non le nom du modèle, parce qu'après, vous n'allez pas savoir sur quel projet vous utilisez quel modèle. Par exemple, vous avez peut-être créé 2 projets où vous avez besoin d'un GPT-4o. Bah, quand vous déployez ce modèle, créez et mettez le nom de votre projet que vous utilisez ou bien de quelque chose que vous allez comprendre, il est dédié à quoi. Et ne réécrivez pas simplement déploiement GPT-4o, GPT-4o, parce que vous n'allez plus vous y retrouver. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Par exemple, ici, bon, la mauvais timing, mais par exemple, ici, j'ai noté webinaire DALL-E 3, donc je sais que c'est pour tout ce qui est webinaire. Donc, c'est vraiment, mettez un nom qui correspond à votre projet et mettez pas juste le nom directement. Donc, on retourne sur notre chat Playground pour effectuer notre RAG. Donc, maintenant qu'on a un modèle, il faut donner la source, donc le corpus et les instructions. Les instructions, on va les donner dans le système prompt. Donc, c'est ce qu'on appelle un système prompt. C'est là où on vient donner les consignes justement au système. Donc, ça s'appelle un système prompt. Donc ici, il parle des instructions au modèle. Donc ici, ça va rester assez simple. Donc c'est un assistant AI qui va donner des informations, mais il faut être beaucoup plus complexe que ça parce qu'en fait, ça prend pas mal en compte et c'est vraiment votre élément qui va permettre de faire la différence. Si vous travaillez sur un projet, par exemple, qui s'occupe de l'hôtellerie, un projet qui s'occupe de répondre à des questions par rapport à des produits, eh bien, vous donnez la meilleure description possible, justement, dans ce système prompt. Par exemple, vous dites que c'est un assistant AI qui doit répondre sur mesure et de façon assez simple aux questions sur la physique quantique ou autre. Et c'est vraiment ce modèle-là qui va permettre, enfin cette instruction-là qui va permettre justement de bien diriger et de ne pas ressembler à un RAG comme tous les RAG. Donc ici, j'ai mis quelque chose d'assez simple. Vous allez voir que par la suite, je vais prendre le temps de faire un modèle instruction beaucoup plus grand. Et enfin, la dernière étape pour avoir un RAG, avant de le déployer, c'est de mettre ses propres données. Donc là, c'est vraiment ajouter ses propres data. Alors, il a pas mal de choix dans les data. Donc ici, je vous les expose un petit peu tous. Donc, il y a soit l'upload de failles. Donc, si vous n'êtes pas forcément habitué à Azure, vous passez par l'upload de failles. Donc là, vous allez directement déposer vos fichiers. Il y a tout ce qui est Elasticsearch, tout ce qui est Azure Cosmos DB. Mais là, on rentre déjà dans une partie un peu plus développeur. Mais sachez que vous pouvez avoir plusieurs data sources pour remettre. Donc, ça peut être une base de données Azure Cosmos, ça peut être du Blob Storage. Donc, Blob Storage, c'est simplement là où vous déposez vos fichiers, là où vous déposez vos photos, vidéos, pour faire simple. Mais vous voyez que vous avez pas mal de ressources que vous pouvez mettre et directement instancier à ce projet. Et donc là, nous n'avons plus rien à effectuer parce que nous avons justement déjà déployé le modèle, donné des instructions, rajouté ces data et on se retrouve face à un RAG qui est déjà prêt à l'utilisation. Alors là, vous restez dans un environnement, vous allez me dire comment je le déploie pour mes équipes. Je n'ai pas les compétences de développeur pour pouvoir le mettre dans mon produit actuel. Alors, c'est aussi une des limites. Donc, soit vous passez par vraiment la recréation, donc tout ce qui est forme d'API, et vous remettez ça en place avec des API, soit vous pouvez directement le déployer via une web app. Donc, le déploiement se fait assez simple. On peut le déployer comme une web app ici. Et donc là, on rentre le nom. Donc, une web app, c'est simplement une application web assez rapide. Et en fait, vous voyez qu'on peut même déployer le projet. Donc là, il faut donner un nom, une subscription, un ressource groupe, un plan de pricing. Mais vous voyez que simplement sans avoir développé quoi que ce soit, donc sans avoir mis des bouts de code, je me retrouve avec un RAG qui est fait sur mesure sur Azure. Donc quand je dis fait sur mesure, on n'a pas géré la découpe, on n'a pas géré comment ça se passe, mais on peut déjà directement poser des questions avec mon assistant. Donc ici, je ne vais pas vous montrer la démonstration sur Azure AI, je vais vous montrer la démonstration avec tout ce qui est assistant OpenAI, mais ça va rester le même principe de déploiement. Donc vous déployez sur Azure et vous tombez sur une static web app comme ici pour déployer votre modèle. Ouais, c'était un petit peu comment effectuer un RAG hyper simple sur Azure. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Vous avez peut-être une question, c'est qu'est-ce que font les paramètres en dessous? Donc les paramètres, c'est déjà un peu plus loin si vous voulez un peu fine-tuner
Je reprends la question. Bonjour, petite question. Quelles sont les garanties de Microsoft au niveau confidentialité? Quel est le traitement donné aux informations confidentielles de mon entreprise que je mettrai éventuellement dans mon projet? Alors ça, c'est une très bonne question. Et donc ça, c'est pour ça que je l'ai fait sur Azure actuellement. Donc OpenAI et Azure OpenAI sont vraiment deux versions différentes. Azure va vraiment garantir par tout ce qui est confidentialité. Il va garantir vraiment en fait, le fait de passer par Azure, ça vous permet d'avoir sur des serveurs européens au lieu des serveurs américains, ce qui est déjà pas mal pour la justice. Mais en plus de ça, Azure va mettre, donc Azure Microsoft, va mettre une surcouche et va garantir que vos données ne seront pas utilisées. C'est des questions aussi, vous pouvez passer par Azure. Et donc, un conseil que j'ai à faire, si vous voulez passer par Azure Microsoft. Donc, ça va garantir et vous pouvez vous retourner si jamais il y a des soucis, plutôt que OpenAI. Peut-être qu'ils ont modifié ça, mais pour l'instant, Azure a un plus grand contrat, on va dire, et dans certains cas, est prêt même à venir en justice avec vous. C'était vraiment les démarches fortes qu'ils souhaitaient faire si jamais vous avez un problème. Donc là-dessus, Microsoft va vraiment pas mal vous suivre et garantit donc la confidentialité par rapport à OpenAI, où là, c'est déjà un peu plus risqué. Alors, je sais qu'ils ont pas mal varié OpenAI, mais simplement pour que ce soit plus simple et que vous pouvez accéder à des serveurs européens par rapport à la justice, je vous conseille de rester sur Azure OpenAI. J'espère que ça a répondu à votre question. Super. Donc là, je voulais parler des paramètres. Donc ça, c'est qu'on va un peu plus loin, mais sans non plus de développement. Souvent, le RAG, vous allez voir qu'il va vous répondre pas mal de choses. Parfois, ça va vous convenir, parfois, ça ne va pas vous convenir. Eh bien, vous pouvez un peu modifier ça avec les paramètres. Alors, je vais vous donner à chaque fois une petite définition des paramètres pour que ce soit plus simple. Donc ici, le RAG fonctionne en termes un peu de chatbot. Donc le premier paramètre, ça va être de savoir combien de messages auparavant il va reprendre pour répondre à la question. Par exemple, si vous parlez, par exemple, je reprends toujours Napoléon, de quelle nationalité est Napoléon? Français, et après qu'on répond quel âge a-t-il? Si on ne remet pas de past message, il ne va pas comprendre qu'on parle de Napoléon. Donc c'est pour ça qu'on met des past messages pour comprendre de qui on parle, vraiment de mettre un contexte. Donc ici, on a mis 10, c'est classique, on peut monter beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. C'est aussi pour savoir combien de chat history on va ingérer dans le document. Maximum réponse, donc là je vous parlais de token, donc ici 800, on parle de token, pas de caractère. Donc je sais que c'est un petit peu difficile à s'imaginer combien correspondent des tokens, mais à chaque fois qu'on parle de données ou d'unités de mesure en IA, on va parler de tokens, et du coup on a avec une max réponse de 800. Température, c'est simplement la créativité. Donc, plus il va à 1, plus il sera créatif. Donc, il ne va pas répondre des questions, il va tenter des choses. Pareil pour top P. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'explication. Je peux vous expliquer à la fin vraiment la différence entre température et top P. Mais dites-vous que c'est aussi pour tout ce qui est créativité. Donc, top P, lui, va plus se baser sur tout ce qui est pourcentage de génération et température vraiment sur la créativité. Mais ces deux paramètres-là vont varier par rapport à une réponse soit classique, par exemple, de quelle nationalité est Napoléon, il va répondre. Si on met température à 0, il va répondre juste France. Alors que si on met par exemple un 1, il va dire Napoléon, qui était cette personne de petite taille, est né en France, à blablabla. Donc, plus vous augmentez la température, plus vous laissez la possibilité à l'intelligence artificielle de répondre. Stop séquence, c'est simplement pour dire à quand l'intelligence artificielle doit arrêter de répondre. Ça peut être un stop, un arrêt ou autre. Fréquence penalty et présence penalty. Fréquence, c'est simplement, et présence penalty, c'est pour éviter la redondance ou pour éviter qu'il change de sujet. Fréquence, c'est pour justement éviter de la redondance. Bon, par exemple, Napoléon est un homme français qui est né en France, donc beaucoup trop de redondance. Et présence penalty, c'est pour vraiment qu'il évite de switcher de conversation. Par exemple, Napoléon qui est français, la France qui est un grand pays, blablabla. Justement, ces deux fréquences penalty et présence penalty vont permettre de limiter justement la dérive, comme j'aime dire, par rapport à ça. Donc voilà, c'était la première démonstration sur Azure. Je n'ai pas fait de démonstration test à proprement dit. C'est parce que je dois être assez rapide, on est déjà 10 heures. Et je vais faire donc les démonstrations sur Azure, sur les assistants OpenAI. Donc là, pour switcher d'interface, il est aussi possible de faire les assistants sur Azure OpenAI. Donc ici, si je reprends, on peut faire les assistants directement ici sur Azure OpenAI. Mais pour changer d'interface, pour switcher, je vais vous montrer comment le faire sur OpenAI. Donc vous voyez, ça va être principalement, donc j'ai fait les deux sur Azure OpenAI et OpenAI, mais ça va être vraiment la même formation, mais c'est simplement si vous voulez
pas dépendre d'Azure pour certaines conditions où vous détestez Microsoft ou vous ne faites pas confiance à Azure, je vais vous le montrer sur OpenAI. Donc OpenAI, vous allez simplement sur le site d'OpenAI et vous vous connectez et vous allez directement dans Playground. Donc vous voyez, l'interface est assez différente, mais on retrouve la même chose, hein, donc le nom, système d'instruction, modèle. Et si je reprends ici, on se retrouve aussi avec assistant ID, assistant name, déploiement, donc nom du modèle, instruction. Donc ça va être la même chose. Donc si vous faites sur Azure ou OpenAI, vous pouvez switcher rapidement l'un de l'autre et ça pose pas de problème. Donc, je vais retourner sur les assistants OpenAI. Donc, les assistants OpenAI, c'est quoi la différence avec Azure? C'est que les assistants OpenAI sont plus dédiés vraiment à la discussion. Il faut vraiment voir ça comme des bots. Donc, c'est pour ça que ici, j'ai pris le cas d'un concierge virtuel. C'est un cas que j'ai déjà pu montrer. En fait, ici, on va imaginer que nous sommes dans un hôtel et souvent, on se pose des questions, par exemple, à quelle heure est check-in? Par exemple, si je souhaite avoir d'autres serviettes, où je dois mettre mes serviettes, c'est des questions qu'on se pose. Et ici, on va jouer le rôle d'un concierge virtuel. Donc, si on n'avait pas la possibilité de parler à des êtres humains et qu'on a la possibilité uniquement de parler à une application qui est concierge virtuel, comment on effectue et comment on met nos données. Donc, ce qui est important, c'est qu'ici, j'ai des données factices, mais vous pouvez très bien mettre les données de votre hôtel si vous gérez un hôtel. Donc, quels sont les différents paramètres? Donc, ici, nous avons concierge virtuel. Donc, ça, c'est simplement le nom que vous donnez à votre bot. Ça peut être concierge virtuel, ça peut être Documenta bot, ça peut être plein d'autres choses. Et un système instruction. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc, là où vous allez donner des instructions au bot de savoir quel est le rôle qu'il doit remplir. Donc, ici, vous avez vu que j'ai déjà un peu plus rempli par rapport à la dernière fois. Donc, si j'ai vraiment pris le temps de lui expliquer à quoi il sert. Donc, ici, je vais expliquer que c'est un concierge virtuel par un hôtel 4 étoiles nommé l'hôtel Étoile Dorée situé à Paris. Est-ce que dans le RAG, est-ce qu'on est dans le RAG ou dans le fine-tuning? Ici, on reste dans le RAG. Je vais vous expliquer justement à la fin la différence entre du RAG et du fine-tuning. C'est quoi la différence? Ici, en fait, on ne touche pas au modèle. Le fine-tuning, c'est si on vient toucher au modèle. Ici, c'est vraiment du RAG parce qu'on récupère des informations et on vient en générer d'autres. Mais je reprendrai une explication beaucoup plus complète durant la fin, mais on reste uniquement via du RAG et pas du fine-tuning. Donc ici, j'ai repris le système prompt. Donc beaucoup plus complet. Donc là, je vous donne une vraie mission. Une fois encore, j'utilise un modèle. Donc les modèles, comment vous allez choisir vos modèles, comment ça va varier, mais simplement par rapport au niveau, par rapport au pricing. Plus vous êtes dans un modèle haut, plus il va répondre normalement mieux. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Donc vraiment, regardez et choisissez bien votre modèle. C'est un conseil que je peux vous dire pour qu'à la fois, il ne soit pas trop cher, qu'il réponde à des questions. Parfois, vous n'avez pas forcément besoin du plus grand modèle pour que vous ayez le même taux de réponse. Et donc là, on se retrouve comme Azure OpenAI, mais ici, on a besoin d'un paramètre en plus et qui est hyper intéressant, qui va nous permettre justement de faire du RAG. Mais en fait, c'est du file search. File search, c'est un paramètre ici qui va nous permettre de chercher dans nos fichiers. Ici, si jamais je souhaitais mettre de nouveaux fichiers, donc j'en ai mis pas mal ici, vous mettez simplement nouveau fichier et vous drag and drop. Donc vous glissez, déposez vos fichiers et ils seront directement repris ici. À savoir qu'il reprend pas mal de types de fichiers, que ce soit PDF, Word, Excel ou autre. Vous pouvez glisser tous vos fichiers pour un petit test. Donc si jamais vous voulez en faire ce soir, reprenez par exemple quelques fichiers, documents de votre règlement de travail ou autre, et vous les glissez, déposez là-dedans. Et il va créer un vector store, donc une base de données vectorielle qui sera reliée à votre agent. Donc ici, vous voyez qu'il a un vector store pour le concierge virtuel qui a été créé avec les documents que je souhaite utiliser pour le concierge virtuel. Alors, les documents que j'ai utilisés, c'est simplement des documents ici, Last Fake Data Hotel. Donc, j'ai écrit un règlement d'ordre intérieur qui sont à disposition pour un checking dans un hôtel et je l'ai glissé dans le PDF. Enfin, je l'ai mis dans un PDF et vous voyez qu'en fait, c'est juste 2-3 pages de mon PDF et je vais déjà pouvoir m'amuser et je vais pouvoir déjà avoir pas mal de réponses par rapport à ça. Donc, code interpréteur et fonction, je ne vais pas reprendre ici, mais c'est simplement si vous voulez mettre du code, si vous voulez avoir des générations de code, et fonction si vous voulez mettre d'autres API. Mais ici, on va s'arrêter sur file search. Et donc, on va pouvoir s'amuser. Donc, ici, je vais faire une démonstration. Par exemple, en tant que Antoine Smet, souvent, je ne sais pas à quelle heure, parce que les check-in et check-out varient. Et donc, je voudrais savoir à quelle heure varie mon check-out. On ne retrouve pas forcément sur l'application ou sur le site à quelle heure on doit check-out. Ici, je vais poser la question. Et donc là, simplement, à quelle heure dois-je check-out? Donc, je ne vais pas parler donc de l'hôtel ou autre. Donc, le check-out de l'hôtel est prévu pour midi. En fait, il va se baser sur nos documents pour répondre que le check-out est à midi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui poser des questions, que ce soit par rapport ici
l'heure du check-out, quelle est la disposition, est-ce qu'il y a un petit déjeuner gratuit. En fait, toutes plein de questions où vous n'êtes peut-être pas forcément rassuré ou si vous êtes timide, bah, vous pouvez directement les poser à travers justement ce principe de RAG. Et là, en fait, on a un concierge virtuel où on peut lui poser tout plein de types de questions. Par exemple, où dois-je mettre mes serviettes? Si jamais, par exemple, quand j'ai des serviettes mouillées, je ne sais jamais où je dois les mettre, si je dois les mettre par terre, dans la douche ou autre, eh bien, on va pouvoir poser ces questions directement à travers ce chat. Alors, à savoir qu'on peut les poser aussi à l'oral. Ici, comme je suis en train de faire un webinaire, je ne vais pas forcément les poser à l'oral, mais vous pouvez aussi mettre des fichiers. Donc, vous pouvez uploader des fichiers. Donc, il y a pas mal de données qui rentrent à l'intérieur. Vous pouvez poser votre question comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous faites un check-out et que vous ne savez pas si vous devez mieux ranger que ça, vous pouvez faire une photo et lui demander est-ce que le check-out a été bien réalisé? Eh bien, il va vous répondre par rapport à ça. Donc, il y a vraiment tout un tas de types d'entrées. Et en fait, on a un RAG juste avec un fichier PDF qui explique les différentes utilités du tool et un modèle. Donc, en fait, on a juste simplement mis des instructions, un file search, donc une base de données vectorisée avec nos documents. En fait, vous n'avez pas besoin de comprendre c'est quoi une base de données vectorisée pour forcément déjà utiliser un RAG ici. Je vous l'expliquerai par la suite. Mais en fait, on se retrouve avec un RAG alors qu'on n'a rien développé pour l'instant. La petite différence avec, comment ça s'appelle, Azure OpenAI, c'est que ici, si vous voulez déployer votre modèle, eh bien, il faudra être un petit peu développeur et toucher aux API. Donc, pour les développeurs qui sont dans le webinaire, quoi de mieux qu'une API pour développer? C'est la chose la plus simple. Vous n'avez pas besoin de réinstaller des bases de données derrière, vous ne devez pas réinstaller des bases de données vectorisées, mais en fait, tout fonctionne avec une API, un peu comme ChatGPT. Ben là, vous contactez l'API des assistants et vous pouvez directement mettre ça en place. Donc ici, je voulais parler du système, mais on a réalisé donc simplement l'endroit, donc le concierge virtuel, mais déjà directement mis dans une application. Vous voyez l'URL ici. Je ne vous mens pas, c'est une URL publique. Donc, si jamais vous allez dessus, vous pouvez discuter avec l'assistant OpenAI ou bien avec vos RAG à vous. Mais donc, si je vais poser la question, par exemple, est-ce qu'il existe un menu vegan? Donc là, je suppose simplement, est-ce qu'il existe un menu vegan? Alors là, ce qu'il est en train d'effectuer, c'est qu'il fait la demande à l'API donc, pour savoir quels sont les menus vegan. Et en fait, là, il nous répond que oui, il existe des options vegan à notre restaurant et que le chef accorde une attention particulière à ceci. Et donc, en fait, nous avons déjà déployé un assistant que vous pouvez mettre sur une tablette, que vous pouvez installer dans la chambre de quelqu'un. Et en fait, ça va remplacer ou bien ça va aider vos équipes parce que maintenant, il y a beaucoup moins de personnes dans les hôtels qui vous aident à ce type de questions-là, sauf si vous allez à l'accueil. Simplement, vous avez un RAG qui va vous aider comme concierge virtuel et, comme je vous l'ai dit, sans forcément un grand talent de data scientist, enfin, vous n'avez pas besoin de data scientist, justement, et sans forcément un grand talent de développeur, vous pouvez déjà directement mettre en place un RAG pour vous. Donc voilà, c'était le deuxième point, donc les assistants OpenAI. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des questions où si vous voulez le mettre en place chez vous et que vous avez des difficultés, que ce soit par rapport au paramétrage, par rapport à des questions, n'hésitez vraiment pas, je vous aide là-dessus. Donc vous m'envoyez un email et on peut regarder à ça via un appel Teams ou autre. Donc si vous avez des difficultés, que vous souhaitez mettre ça en place chez vous, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Et donc ici, on est passé sur deux approches où on demande très peu de code. Donc la première approche ne demandait même pas de développer quoi que ce soit, donc c'est vraiment du pur no-code. La deuxième approche nous demande déjà d'avoir une petite connaissance en développement, donc simplement savoir contacter les API. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément développeurs, c'est quelque chose qu'on apprend dès l'école en informatique, vraiment contacter une API. C'est très très simple en tant que développeur. Alors il y a ses limites, donc ces deux outils sont hyper faciles à mettre en place, mais alors vous allez me dire à quoi ça change, pourquoi je dois faire ça, et on me parle souvent de RAG construit avec une base de données vectorisée, où on construit tout soi-même. En fait, les limites, c'est simplement qu'on n'a pas forcément la main sur ce qui est effectué et on n'a pas moyen d'améliorer notre système, sauf si on change le système prompt ou on change nos documents, ce qui est déjà très bien, mais on n'a pas la main sur la découpe, sur comment c'est effectué. Hop. Je vais reprendre le cas d'usage ici. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas la possibilité d'améliorer son modèle. Donc oui, on peut l'améliorer un tout petit peu avec les paramètres comme je vous ai montré, ou bien avec changer, mettre plus de contenu dans ces documents, mais on n'aura pas la main sur
comment on fait la découpe, donc quand on parle du chunking, comment on fait la découpe, comment on fait un re-ranking, donc quelle est la meilleure réponse. Et en fait, tous ces éléments-là, vous allez voir quand vous touchez un petit peu plus au RAG, c'est des éléments importants qui peuvent être mis en place pour avoir une meilleure réponse par rapport au RAG. Donc un RAG classique, basique, sans vraiment rentrer trop dans les détails par rapport à un développement, ça se représente comme ceci. Donc votre corpus, le corpus, c'est vos documents. Et on vient en faire des morceaux, comme je l'expliquais. Alors, comment on vient en faire des morceaux? Il y a pas mal d'API qui existent qui viennent chunker vos fichiers pour les découper en plus petits morceaux. Donc, un RAG classique, comment ça fonctionne? C'est qu'il va prendre vos documents, il va les découper en petits morceaux, il va faire de l'embedding derrière. Donc, ça, vous voyez tous les mots de vocabulaire que j'ai utilisés au début, ils se reflètent ici quand on parle de RAG Custom, vous devez déjà comprendre un petit peu plus les critères qu'avant, je n'ai pas forcément expliqué de mots de vocabulaire, donc c'est déjà un peu plus facile à comprendre. Ici, on rentre vraiment dans les mots de vocabulaire. Donc, comment on va déployer un RAG classique? Ça va être votre base de données qui est découpée en petits morceaux. Ces petits morceaux vont être ingérés et changés pour que l'ordinateur comprenne mieux. Donc, vraiment de l'embedding, comme on explique. Et ça va être stocké dans une base de données vectorisée. Donc, c'est le vector store que vous avez pu voir en tout petit sur les assistants OpenAI. Et ces données vont être mises dans des bases de données vectorielles, ce qui est très différent des bases de données classiques. Et donc, ça, c'est nos données. Et comment on va interagir avec ça? Simplement, un utilisateur vient poser les questions, par exemple une question du type quand est mort Napoléon ou quelle est la date de naissance de Napoléon. Et bien, il y aura aussi un retravail, là où tout était masqué par rapport aux assistants OpenAI. Bien là, vous devez effectuer votre travail vous-même. C'est-à-dire que vous allez devoir aussi faire de l'embedding, parce que ce qui est important, c'est que votre base de données, votre corpus a été embeddé. Mais il faut que votre question soit aussi soit passée par de l'embedding. Sinon, il n'y aura pas de relation. Si vous parlez à des chiffres, mais avec des lettres, ça ne va pas être compréhensible. Donc, il faut à la fois faire de l'embedding sur la question que l'utilisateur va poser et à la fois sur votre corpus. Alors, ce qui est hyper important, c'est de ne changer pas de modèle d'embedding. Si vous utilisez par exemple de l'embedding de OpenAI en haut pour vos corpus, vos données, utilisez le même pour les questions de l'utilisateur. Si pas, ça ne va pas être pareil, ça va être très différent. Donc vraiment, un conseil, utilisez le même système d'embedding à la fois pour les questions de l'utilisateur et pour votre base de données. Et en fait, cette question, une fois avec de l'embedding, va être réutilisée pour retrouver l'information. Donc par exemple, comme je vous expliquais, je reprends toujours l'exemple de Napoléon, mais on pose la question, quelle est la nécessité de Napoléon? Il va prendre nationalité de Napoléon et il va rechercher dans le corpus, donc dans la base de données vectorisée, lorsqu'on parle de Napoléon et de sa nationalité, et il va vous donner la réponse. Donc, il va reprendre le morceau où la réponse était donnée, donc le chunk. Par exemple, Napoléon est né en France. Il va reprendre ce morceau et il va le régénérer. Donc, ici, vous voyez donc la réponse plus source. Donc, c'est-à-dire qu'il va régénérer la réponse par rapport à ça. Donc, il va expliquer. Et donc là, vous devez utiliser un modèle de type génération, style un modèle de GPT-4. Et donc, ce modèle va générer une réponse qui va rester la même, donc qui va se baser sur les documents qui ont été cherchés et il va répondre d'un autre style de manière. Par exemple, Napoléon, qui était un homme, est né en France à une certaine date. Notre corpus est la seule source où est ajouté au modèle existant. Oui, ajouter au modèle existant. Je reprends une question. Je n'ai pas vraiment forcément compris la question. Donc, notre corpus est la seule source où est ajouté au modèle existant. À savoir qu'on n'ajoute rien, enfin, on ne touche pas directement au modèle, donc c'est ça que je vais vous expliquer plus tard. Ici, on ne touche pas au modèle directement. En fait, le corpus, c'est les données, c'est simplement votre base de données. Donc, quand je parle de corpus, c'est un mot un peu scientifique, mais c'est pour reprendre tous vos documents. Et tous ces documents-là, c'est là où, justement, on va chercher notre réponse, nos morceaux, nos bouts de réponse pour générer une nouvelle réponse. Mais je ne suis pas sûr que j'ai forcément bien répondu à la question. Donc, si jamais j'ai mal répondu, n'hésitez pas à me dire ou reformuler la question pour que je comprenne mieux. Donc, comment bien se préparer à un RAG classique? Donc, ici, vous avez vu beaucoup de termes, mais notre corpus est ajouté à la base de connaissances générales du GPT. Alors non, justement, c'est ça qui est la différence entre du fine-tuning et un RAG. C'est-à-dire qu'ici, rien n'est rajouté au modèle. Donc, si vous mettez vos données, en fait, elles vont rester à vous. Elles ne vont pas être mises dans les modèles GPT ou autres. En fait, elles ne vont pas être modifiées. Donc, la base de connaissances de GPT ne va pas
ne va pas prendre vos données et les mettre dans son corpus, dans son corpus à lui pour générer une réponse. En fait, ça va être vraiment le travail de, comme ici je l'ai expliqué, donc corpus, il va être séparé en plusieurs morceaux et il va uniquement se baser dessus pour répondre. C'est un peu comme si vous lui donnez déjà la réponse dans un texte. En fait, le RAG, ça va se baser vraiment sur la recherche et la génération de texte. Donc, pour faire plus simple, pour expliquer peut-être plus simplement, c'est comme si vous alliez vous-même chercher l'information. Par exemple, Napoléon est français et vous demandez à ChatGPT, reformule-moi ça. C'est vraiment le même principe, sauf que le principe de recherche est effectué différemment, donc justement par de la sémantique, donc avec une recherche vectorisée, mais rien n'est rajouté à la base de données, au corpus de ChatGPT. Donc non, notre hôtel ne peut pas répondre justement à la question sur Napoléon parce qu'il va se baser uniquement sur nos documents. Donc si vous posez la question est-ce que Napoléon est mort en 2003, il ne va pas vous répondre non, il ne connaît pas la réponse parce qu'il va se baser uniquement sur vos documents. Ce limite au corpus. Alors, il y a des moyens différents, donc ils peuvent aussi à la fois. Donc, normalement, la réponse, est-ce qu'elle se limite seulement au corpus que vous lui donnez? Si vous le décidez, oui. Après, vous pouvez simplement aussi demander à ce que le modèle ne se base pas uniquement sur ses réponses et se base aussi sur son corpus de base. Donc ça, c'est un petit changement à effectuer. Mais si vous souhaitez que ça réponde, par exemple, je vais reprendre le cas de l'hôtel, s'il se base uniquement sur vos données et que vous demandez uniquement recherche dans mes données, eh bien, il va rechercher uniquement dans vos données. Si vous lui demandez, enfin, si vous lui dites rien, il peut se baser aussi sur une réponse classique. Donc, il faut apprendre à fermer donc les assistants. Si vous voulez pas que ça parle par exemple de Napoléon, que ça parle de tomates ou autre, eh bien il faut apprendre à le fermer et pour pas qu'il réponde à une question que ChatGPT par exemple pourrait répondre. Donc là c'est un peu à vous de décider s'il se base uniquement sur son corpus à lui, enfin sur le corpus que vous avez donné ou sur le corpus GPT plus votre corpus à vous. Mais à savoir qu'à chaque fois, le corpus que vous lui donnez ne sera pas rajouté dans le corpus de GPT. Vos données restent vos données. Et en fait, on effectue un travail de recherche qu'on donnera à ChatGPT pour qu'il reformule. Mais c'est vraiment comme si vous reprenez ChatGPT et que vous lui donnez directement la réponse. En fait, le principe où vous étiez chercher la réponse, par exemple sur Wikipédia, et que vous lui demandez reformule-moi cette réponse, bah, c'est comme ça que ça fonctionne un RAG. Sauf que la partie où vous avez été chercher sur Wikipédia, bah, en fait, c'est effectué par la même machine. Et en fait, c'est vraiment ça, ce principe de retrieval, donc de rechercher les données, bah, en fait, c'est fait par une machine et non plus par vous. Et le principe de génération, bah, en fait, c'est le modèle GPT qui va reformuler la réponse. J'espère que j'ai été clair. OK, parfait. Donc ici, je vais vous expliquer comment bien vous préparer un RAG. Donc si jamais vous voulez mettre un RAG en place, quelles sont les choses à faire attention. Donc ça reprend principalement l'expérience que j'ai eue à développer des RAG. Il peut y avoir d'autres éléments importants, mais vraiment les éléments les plus importants, donc c'est vraiment récolter des documents pertinents. Donc ne balancez pas tous vos documents parce que ça va faire des données en plus qui ne sont pas forcément utiles. Et donc, dans la recherche, ça va être des éléments pas pertinents. Par exemple, si vous mettez tout votre règlement d'ordre intérieur, puis que vous mettez votre recette de cuisine, puis que vous mettez votre sport préféré et autres, ben, en fait, ça va fonctionner, mais ça va être pas aussi performant parce qu'il y a beaucoup plus de recherches effectuées. Donc, récoltez uniquement des documents pertinents où vous savez que ça va être la réponse dont vous attendez par la suite. Important, nettoyer ces documents. Alors, quand j'explique nettoyer ces documents, c'est pas rédiger tous ces documents. Hein, je suis pas à ce point-là non plus. C'est vraiment prendre des documents qui sont propres et en tant qu'être humain, on comprend la réponse. Donc, éviter tout ce qui est rature ou autre pour que justement le système comprenne plus facilement. Donc, vraiment, faites en sorte que vos documents soient les plus propres et les plus compréhensibles possibles. Et si vous savez formater vos documents, donc en fait, vous avez vu le chunking, donc ça va être la découpe. Si tous vos documents sont formatés pareil, donc avec un titre qui fait un titre, un sous-paragraphe, vraiment comme un journal, mais en fait, ce sera beaucoup plus simple au RAG de comprendre le système plutôt que si vous avez des documents qui changent du tout au tout. Donc, par exemple, par une fois, c'est une vidéo, par exemple, une autre fois, c'est un document Excel et qui veut la même réponse, bah, le RAG aura un peu plus difficile de comprendre plutôt que si vous mettez un système de formatage de documents où là, le RAG aura plus simplement facile à répondre parce que les morceaux, donc les chunks, auront été mieux découpés et la réponse sera beaucoup plus facile à prendre par rapport à ça.
Donc vraiment, premier important, et ça va être la règle dans tout ce qui est intelligence artificielle, c'est vraiment préparer ces documents, donc la collection des documents, c'est le plus important. Donc collection de documents, c'est ça qu'on parle de corpus. Donc votre corpus doit être le plus propre possible avant de s'y mettre. Et souvent, on voit les limites de ceux qui veulent effectuer des RAG, justement par rapport à leur base de documents. Souvent, des personnes veulent faire des RAG, mais ont que 2 documents, donc ça c'est pas forcément utile. On peut passer par des assistants OpenAI ou autres. Donc si vous voulez faire un RAG custom et que vous n'avez pas beaucoup de documents, bah, c'est pas forcément la meilleure solution. En tant que tel, il y a des solutions différentes. Donc voilà. Autre élément, donc comment bien se préparer au RAG, c'est choisir son modèle d'embedding. Donc le modèle d'embedding, c'est vraiment euh, ce modèle-là qui va permettre à l'ordinateur de comprendre. Alors il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Certains vont être multilingues, donc qui vont permettre de parler plusieurs langues. Par exemple, si je reprends un exemple, par exemple, vous faites des questions sur. En Belgique, on parle 3 langues, donc le français, le néerlandais et l'allemand, et pourquoi pas rajouter l'anglais, et que vous voulez que votre document, enfin votre outil soit disponible pour les 3 langues, bah, utilisez directement un embedding multilingue et commencez pas à traduire les réponses ou reposer des questions dans une autre langue. Il aura beaucoup plus difficile. Donc, utilisez directement un embedding multilingue qui va permettre cette compréhension beaucoup plus facile. Alors, vous pouvez vous poser la question, bah, dans ce cas-là, j'utilise toujours un modèle d'embedding multilingue. Bah, on remarque que parfois, quand on parle qu'une seule langue, bah, c'est beaucoup plus performant parce que l'embedding est plus facile à comprendre une seule langue que du multilingue. Donc, vraiment, faites la différence. Est-ce que vous avez besoin du multilingue? Oui, non. Si vous avez du multilingue, ne traduisez pas avant, ne traduisez pas après. Utilisez un modèle d'embedding qui va vous permettre de faire du multilingue directement. C'est beaucoup plus efficace que partir sur ce principe de traduction parce que bah, il n'y aura pas forcément la compréhension, comme je vous l'ai dit, derrière. Et choisir sa base de données vectorielle aussi. Donc, la base de données vectorielle, comme je vous dis, dans les assistants OpenAI, dans Azure, on n'a pas forcément le choix. Mais quand vous faites un RAG custom, vous avez le choix d'utiliser votre base de données vectorielle. Alors, il n'existe plus de rang, hein, que ce soit Pinecone, que ce soit Qdran. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, je reprends l'exemple de Qdran. Qdran, si vous voulez travailler avec plusieurs clusters, si vous voulez travailler avec plusieurs entreprises différentes et que vous utilisez un seul modèle, une seule base de données, avec Qdran, c'est possible justement parce qu'il ne va pas aller chercher des réponses transversales. C'est-à-dire, je reprends un exemple, vous parlez de Napoléon et vous parlez, je ne sais pas, d'un acteur connu, donc comme Brad Pitt, mais vous ne voulez pas que vos questions, enfin les utilisateurs qui posent la question sur Napoléon aient des réponses sur Brad Pitt ou reprennent l'information sur Brad Pitt. Bah, vous pouvez faire ce principe de système de closer donc seulement vos bases de données vectorielles par utilisateur ou par corpus. Donc vraiment, choisissez bien votre base de données vectorielle. Donc ici, j'ai repris des exemples des acteurs, mais ça peut être des sociétés ou des bâtiments. Par exemple, si vous êtes RH ou si vous êtes développeur, vous n'avez pas forcément les mêmes accès. Et donc, certaines bases de données vectorielles peuvent déjà gérer ce principe d'accès où vous n'avez pas besoin de mettre des tags sur vos documents érasés par la suite, mais en fait, vous mettez déjà vos corpus, par exemple corpus RH, corpus développeur, et vous pouvez poser des questions par rapport à ça. C'est beaucoup plus simple que mettre des tags sur chaque document. Donc, choisissez bien votre base de données vectorielle. Il existe une multitude de bases de données vectorielles. Si jamais vous avez des conseils par rapport à un projet sur quelle base de données vectorielle utiliser, je peux vous aider par rapport à ça, donc n'hésitez vraiment pas. Alors, vous allez me dire où on trouve toutes ces bases de données vectorielles, où on trouve tous ces modèles. Bah, en fait, c'est pas mal recensé, donc à la fois sur Azure, mais si pas, je peux vous conseiller tout ce qui est Hugging Face. Hugging Face va reprendre tous les modèles. Donc, c'est un site un peu pour les développeurs, le GitHub des LLM et des modèles. Vous avez la possibilité donc de regarder, de faire des benchmarks, donc de vérifier la force d'un modèle par rapport à un certain type de questions de données. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller sur Hugging Face. Je vous passe le lien à la fin pour utiliser le modèle qui sera le plus précis et à votre convenance. Par exemple, certains n'aiment pas utiliser des modèles américains, bah, vous pouvez utiliser Mistral. Donc, vraiment utiliser vos modèles. Et donc, c'est vraiment la dernière, enfin, l'un des derniers conseils que je peux vous dire, c'est aussi bien choisir son LLM par rapport à la question de performance, de langue et de cas d'utilisation. Donc, le LLM, donc souvent, on reprend les plus basiques, hein, que ce soit par rapport à Mistral, GPT. Bah, c'est ceux qui sont les meilleurs. Quand vous allez voir, ce sont eux qui sont en top des classements Hugging Face. Mais parfois, simplement, vous ne voulez pas forcément utiliser ces projets-là ou votre client ne veut pas utiliser ce type de modèle-là pour un type de raison. Par exemple, qu'il veut que ce soit uniquement
français, il veut que ce soit uniquement italien ou autre, eh bien, vous pouvez choisir vos modèles et donc il faudra regarder quel modèle est le plus performant, par exemple en italien, quand il parle de recettes de cuisine ou autre. Donc là, en fait, il existe tout un système, même sur Linkfish, je pense. Hein. C'est pas, il y a d'autres types de sites qui font des benchmarks où vous pouvez tester vos modèles sur vos documents directement, ou si vous n'avez pas, vous n'avez pas forcément les documents directement, vous prenez sur Linkfish, je sais que ça existe, des extraits qui sont déjà existants, où vous venez tester ces modèles. Donc vraiment, quand vous réalisez un RAG, le plus important pour reprendre un petit peu, c'est bien nettoyer ces fichiers, donc avoir des fichiers clairs et le choix des modèles à la fois pour l'embedding et la génération de texte, et aussi bien choisir sa base de données vectorielle. Donc ça, c'est pour commencer un RAG, mais souvent, on souhaite améliorer son RAG, on souhaite voir comment réaliser plus loin. Souvent, on n'a pas forcément les meilleures réponses tout de suite. On cherche à peaufiner. Eh bien, c'est le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment comment bien se préparer au RAG, c'est vraiment tester et améliorer. Donc, il y a pas mal de principes de retester. Donc, on peut affiner les prompts du LM, on peut utiliser des métadonnées. Par exemple, si on va poser des questions par rapport à quand ont été effectués les derniers travaux, ben, on peut utiliser les métadonnées de la date pour améliorer et faciliter le principe de recherche. Plus on va faciliter le principe de recherche dans les documents, meilleur on aura notre réponse. Donc ça, c'est aussi le testing et l'amélioration. Donc on a du re-ranking. Le re-ranking, c'est quoi? Bah, c'est reposer. Donc c'est vraiment le principe de quelle est la meilleure question qui a été posée par ChatGPT pour obtenir cette réponse. Souvent, il y a aussi ce principe de poser différentes questions à la fois au modèle pour qu'il réponde d'une autre manière. Par exemple, une question du type de quelle nationalité est Napoléon peut être séparée et mis en différents cas de phrases. Par exemple, quelle nationalité de Napoléon, où est né Napoléon, de quelle origine est Napoléon. En fait, c'est trois types de questions différentes. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, enfin, ça dépend de votre corpus, mais parfois, simplement dire où est né Napoléon, on aurait une meilleure réponse que quelle est la nationalité de Napoléon. Et en fait, ça, vous ne devez pas le dire à votre utilisateur, vous ne devez pas lui préciser que c'est mieux de vous poser des questions de ce type-là. En fait, vous allez faire des re-questionnages, donc de re-questionner, de poser trois types de questions et voir quelle question a la meilleure taux de réponse et l'utiliser. Et donc, parfois, c'est simplement avec des petits détails comme ça que vous allez avoir un meilleur modèle. C'est par rapport à re-questionner, reposer des questions, faire du ranking, utiliser des métadonnées pour voir quelle réponse est le plus intéressant. Donc vraiment, lorsque vous faites un RAG, vraiment pensez, tester. Donc une fois que vous avez fait un RAG, bah, c'est pas fini. Il y a toujours le moyen d'améliorer, toujours moyen d'avoir des réponses. Et c'est un petit peu aussi les limites du RAG, c'est qu'on n'est pas sûr à 100% de la réponse. Alors, ce que j'effectue souvent et même toujours, c'est que quand je me base sur un chunk, j'affiche quel morceau du document j'ai utilisé pour répondre à la question, ce qui rassure souvent le client, où on ne donne pas une réponse comme ça, c'est qu'on va afficher quel document, quel bout de document j'ai utilisé pour rejeter la réponse. Donc, quand vous utilisez un RAG, bien affiché pour parfois vous aider à être plus à l'aise par rapport au client. N'hésitez pas à afficher le bout de réponse que vous êtes basé, ces données lorsque vous faites de l'embedding et du re-ranking. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, donc voilà, c'était un peu ma conclusion. Donc la conclusion, avant que j'arrive aux questions, je reste un peu dans le chat pour répondre aux questions, mais il est déjà 10h30. Donc on arrive à la fin de ce talk, mais je reste pour expliquer un petit peu les FAQ à côté des questions qui sont souvent posées. Donc la conclusion, c'est qu'on peut très vite avoir un RAG avec soi, comme je l'ai montré, que ce soit avec du no-code, du code très simplifié ou avec quelque chose de custom. L'important, c'est de savoir est-ce que c'est utile pour vous de mettre un RAG en place? Est-ce que vous avez les données nécessaires pour mettre un RAG et à quel point voulez-vous investir pour votre RAG? Par exemple, ici, j'ai fait une petite démonstration sur un assistant virtuel qui aide vos équipes. Si pour vous, simplement les assistants virtuels répondent à vos cas d'usage, vous n'avez pas besoin de meilleures réponses, utilisez des assistants virtuels. Parfois, c'est plus simple. Il ne faut pas toujours un RAG custom pour avoir le type de réponse que vous désirez. Les RAG custom, c'est si vous voulez quelque chose d'une réponse où vous pouvez améliorer, afficher, vraiment développer autour de ça. Donc réfléchissez bien si votre cas d'usage nécessite un RAG. Si jamais vous posez la question et que vous n'avez pas forcément une réponse, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je pense, par exemple, vous décrivez un petit peu votre projet et je peux vous dire si ça correspond à un RAG, on effectue un Teams, on effectue un appel par rapport à ça et je peux vous répondre. Donc vraiment, la conclusion, c'est que c'est hyper simple de faire un RAG. Un RAG, ce n'est pas forcément des bases de données vectorielles, c'est vraiment ce principe de rechercher une information et de le générer
avec un modèle. Donc, on peut le faire avec pas mal de choses, du no-code jusqu'à une solution développée. Et donc, c'est très simple à mettre en place, mais utiliser le bon cas d'usage au bon moment, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Donc, merci de m'avoir écouté. Je reste dans le chat. Donc, ici, je vais parler un petit peu des questions qui sont le plus souvent reprises. Donc, par exemple, quel est le cas d'un coût, quelle est la différence avec du fine-tuning. Donc, c'est des questions qu'on m'avait posées la dernière fois par rapport au RAG que j'avais donné. Si vous avez d'autres questions que vous voyez par rapport à la FAQ, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, je suis là pour répondre. Ou si vous n'avez pas forcément le temps, que vous devez quitter l'appel et que vous avez quand même une question qui vous reste en tête, dans tous les cas, je vous renvoie un email avec les slides. Donc n'hésitez pas à me répondre à cet email si jamais vous souhaitez plus d'explications. Une fois que l'on a mis en point le RAG avec les outils vus, comment mettre en production. Donc la production, ça dépend par rapport à Azure et les assistants OpenAI. Par exemple, si on reprend Azure, la production, c'est simplement déployer. Hop. Pour Azure, c'est simplement déployer ici sur une web app et c'est directement en production, comme on l'appelle. Si jamais sur les assistants OpenAI, ben en fait, vous devez réaliser vous-même un site web et vous appelez les API pour mettre en production. Pour un RAG custom, ben en fait, tout va tourner autour de cette création. En fait, vous allez réaliser un site classique avec des entrées, donc des inputs où la personne pourra questionner et ces inputs vont être renvoyés justement vers ce modèle d'embedding, ce modèle de génération. Donc la phase de déploiement pour tout ce qui est Azure, c'est simple, c'est simplement déployer. Pour l'instant OpenAI, bah, juste avoir l'API, la clé d'API et un site web classique, on arrive sur du déploiement en production. Pour un RAG custom, là, il faudra effectivement aller sur Azure ou sur d'autres systèmes pour créer sa base de données, créer Qdrant, créer des modèles, enfin pas créer des modèles, mais utiliser des modèles d'embedding ou autres, et mettre un site web en place autour. Donc le RAG peut être mis en place en production de différentes manières. Selon le niveau que vous avez choisi, la mise en production sera différente. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, forcément. J'espère que j'ai été clair. Ok, parfait. Donc ici, c'est des questions qu'on m'a souvent posées. Donc, quelle est la différence avec du fine-tuning, le coût d'un RAG, quelles a été les réponses. La réponse par rapport au fine-tuning, je sais qu'on me l'avait posé au début. Donc, le fine-tuning et le RAG, c'est qu'il ne va pas mettre de corpus. Il ne faut pas utiliser vos éléments pour l'injecter dans le corpus actuel de ChatGPT. En fait, il va simplement reprendre les données et générer des réponses, alors que le fine-tuning, en fait, sur un modèle, c'est composé de beaucoup de nœuds par rapport à quand on fait du machine learning. Enfin, on rentre dans quelque chose de plus complexe, mais quand on fait du machine learning, en fait, le fine-tuning, on vient modifier les différents nœuds du modèle pour obtenir la réponse que l'on souhaite en justement implémentant des données directement au corpus. En fait, donc la différence, pour faire simple, si je souhaite le dire, le fine-tuning, on vient modifier les derniers nœuds du modèle, donc on vient ajouter des corpus, son corpus dans le modèle, que du RAG, on ne touche pas du tout au modèle, le modèle va être utilisé pour générer une réponse et on s'occupe de retrouver la réponse nous-mêmes avec le retrieval, justement pour mettre ce document dans notre recherche. Donc le RAG, on ne touche pas au modèle, il va être seulement utilisé. Que le fine-tuning, là, on vient toucher au modèle, on vient modifier le modèle. C'est vraiment la différence entre le RAG et le fine-tuning. Chacun a leur aspect, chacun a leur possibilité selon votre projet. Souvent, on voit beaucoup de RAG, mais parfois, le fine-tuning peut être aussi une bonne solution à avoir dans quel cas c'est mis en place. Les coûts d'un RAG, j'en ai pas forcément parlé ici, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Les coûts d'un RAG, malheureusement, c'est hyper variable. Donc, sans un modèle, sans votre projet précis en tête, je ne vais pas donner de chiffres. Par exemple, les assistants OpenAI, il y a pas mal de choses qui varient. Le nombre d'utilisateurs que vous avez, la fréquence que vous utilisez, le nombre de documents. En fait, c'est à chaque fois des choses qui vont varier. Par exemple, plus vous avez de documents, plus votre base vectorielle doit être grande, donc plus sera coûteux. Plus vous êtes d'utilisateurs, plus sera fréquemment utilisé, plus les requêtes au modèle seront présents, plus vous aurez de coûts. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui varient selon ça.
Ça peut être aussi si vous mettez en place du re-ranking, si vous utilisez des modèles de re-ranking, vous devez payer ça en plus. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment un coût fixe par rapport à un RAG. C'est pas comme si c'était un abonnement. On doit avoir un projet en tête et le définir, voir quelles sont les limites, à quel point on veut perfectionner notre RAG. Et c'est là-dessus qu'on pourra se baser sur les réponses. Donc, chaque RAG, chaque projet est un peu unique. Donc, il n'y a pas un coût précis par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ici, donc je reprends un peu les FAQ. Je vois que c'était des questions que j'ai pas mal répondu par rapport à ça. Peut-être une équipe pour un RAG custom. Un RAG custom ne demande pas forcément de data scientist à proprement dire pour le mettre en place. Alors, c'est toujours conseillé d'avoir un data scientist pour savoir quel modèle utiliser, avoir des conseils par rapport à ça. Mais si vous êtes déjà très intéressé par le sujet, vous n'allez pas forcément avoir des compétences, donc avoir fait une école de data scientist pour répondre à ça. Juste du développement, on va dire comme moi, web classique peut suffire. Alors oui, c'est conseillé d'avoir un data scientist, mais ce n'est pas forcément nécessaire par rapport à ça. Là, je parle du RAG custom. Lorsque je parle d'un RAG non custom comme Azure OpenAI, simplement, juste quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en Azure et qui code pas forcément peut déjà mettre un RAG en place. Donc, le RAG est destiné à tout le monde, si je souhaite dire, du moment que vous êtes un petit peu curieux et que vous n'avez pas peur de mettre les choses en place. À savoir que toujours faire attention quand vous touchez à Azure et même pour tous les projets, c'est quels outils vous utilisez, quel modèle vous utilisez. Ça peut varier les coûts. Donc, si vous n'y connaissez pas, ne faites pas non plus à l'aveugle. Alors oui, ça ne demande pas de compétences de développeur, mais ça demande comme une compétence de gestion, que ce soit pour le pricing ou pour les modèles que vous utilisez. Donc, ne le faites pas à l'aveugle non plus. Donc ici, je vous ai peut-être donné l'envie de faire un RAG. Ne le faites pas à l'aveugle. Alors, si vous voulez vous amuser tout en limitant les coûts, honnêtement, passez sur OpenAI, vous pouvez faire des RAG très rapidement. Vous mettez par exemple 5 euros uniquement et vous dites j'arrête après 5 euros si vous voulez vous amuser. C'est comme ça que j'ai commencé personnellement à effectuer des RAG. Donc n'hésitez pas à en faire. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour commencer un RAG, que peut-être mon explication, mon webinaire vous a donné envie, mais vous n'avez pas donné les bonnes pistes pour comment commencer un RAG, n'hésitez pas à revenir m'envoyer un email, tout simplement, que ce soit sur LinkedIn ou avec mon mail du MIC, pour me dire j'ai besoin d'aide sur un tel type de projet, est-ce qu'on peut m'aider? Un ordre de grandeur en euros pour l'usage d'un RAG de 0 à 100 par jour pour une utilisation artisanale. En fait, ce qui est compliqué, c'est que l'utilisation artisanale, ça dépend de ce qu'il y a derrière, parce que artisanale, ça compte par exemple une équipe de 5 personnes, mais à quel point elle va utiliser, si elle utilise toutes les secondes, ça parle H24. Euh, alors, ça va pas vous coûter. En fait, c'est trop délicat pour donner un ordre de grandeur comme ça par rapport à vos documents que vous avez. Du coup, Thierry, si jamais vous avez un projet en tête avec vos documents ou si vous voulez avoir une réponse de prix, n'hésitez pas. Mais on n'arrive pas à un sense le RAG. On va dire un RAG classique comme je peux effectuer des assistants OpenAI ici, donc un concierge virtuel. Si vous utilisez très, 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 enfin, je veux dire, la version la plus light, ça veut dire que vous augmentez pas votre base de données vectorielle, vous restez avec 10-15 documents en PDF et que vous posez des questions allez, toutes les 5-10 minutes sur votre outil par jour. Par mois, vous serez allez, une trentaine, quarantaine d'euros. Et ça, c'est pour les assistants OpenAI, c'est pour vous ayez une grandeur de prix uniquement pour les assistants OpenAI. Après, si vous voulez partir sur un RAG custom, si vous voulez partir sur Azure, Elasticsearch, il y a trop de variantes. Je voulais quand même vous donner une réponse pour que vous voyez un petit peu l'ordre de grandeur par rapport à l'utilisation. Mais il y a pas mal de choses qui changent. Ça m'arrive, je fais toujours des pricing pour les clients pour qu'ils s'imaginent en tête. Ça dépend aussi. Ici, on a parlé uniquement des documents qui étaient virtualisés, mais parfois vous avez besoin aussi de chercher vos documents, ou c'est des documents écrits que vous voulez mettre dans votre corpus, il faut aussi simplement faire une analyse de ce document, réussir à les réinjecter dans un système. Donc c'est aussi des choses qui varient. Donc il y a trop de choses qui varient pour donner une ordre de grandeur comme ça pour un RAG. Chaque RAG est particulier. J'ai pas mal parlé. Je vois que je suis resté un peu plus longtemps, donc 1 heure, donc 1h10 quart. Donc je vais encore attendre 2-3 minutes. Je vais plus parler ici, même si j'ai pas mal de choses à raconter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je vous l'ai dit, si pas, posez-moi les questions directement par mail. Donc hop.
Je vais remettre ma tête. Donc, un grand merci en tout cas pour m'avoir écouté. C'est des questions, je répète pas mal, hein, mais je suis vraiment là pour vous aider. J'ai fait pas mal de veille technologique et j'ai comme un peu une expérience des règles par rapport aux clients que j'ai eu. Donc, il y a des questions par rapport à quoi que ce soit, même si c'est un mot de vocabulaire que vous pensez que vous n'avez pas compris, ou que je dois vous réexpliquer quelque chose, n'hésitez pas. Je vous envoie les slides et un formulaire de satisfaction pour savoir si vous étiez satisfait de mon talk ou si vous avez détesté. Donc n'hésitez pas à remplir ce formulaire, ça nous aide pas mal justement pour continuer à savoir si on doit continuer ce style de format, si ça aide vraiment ou si c'est juste du vent, que ça aide personne. Donc si vous avez un peu de temps pour répondre à ce formulaire, ça m'aiderait et ça aiderait grandement le mic. Donc n'hésitez pas. Et pour la dernière fois, si vous avez des questions, je reste un peu dans le chat ici. Je me mute, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je reste un petit peu avant de vous quitter. Ah bah, merci beaucoup Thierry, ça fait plaisir de voir ce genre de message. Souvent, l'explication est unilatérale, donc ça veut dire que j'explique et j'ai pas forcément de retour, mais ici c'était bien animé. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui en parlaient, donc c'est très chouette en tout cas de faire des webinaires où les personnes sont intéressées par le RAG. Et donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Thierry. Et donc voilà, je reste encore un petit peu, comme je vous l'ai dit, dans le chat. Et toutes les informations, j'ai vos mails. Donc ce qui est chouette avec les webinaires, c'est que j'ai directement vos mails. Donc je vous enverrai un mail avec mes slides si vous avez besoin de plus de temps pour ça. Et si jamais vous êtes intéressé par d'autres formats de webinaires, donc ici j'ai fait du RAG, mais si vous avez besoin par exemple de Azure ou autre, n'hésitez pas à passer. Donc je ne sais pas comment vous avez une information, que ce soit sur LinkedIn ou autre, mais n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires par rapport à ça. Je serai toujours présent. Donc voilà. Donc un grand merci à tous et j'espère à la prochaine. Merci beaucoup Laurent, merci Jean-François. C'était hyper sympa de réaliser ce webinaire avec vous et je vous dis à la prochaine et un grand merci en tout cas.